Grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Maud Bréjon. On va parler d'abord un tout petit peu de la Nouvelle-Calédonie où la situation reste très difficile. Il y a eu un 7e mort après le départ du président et pourtant Emmanuel Macron a décidé de ne pas prolonger l'état d'urgence. Expliquez-moi. Il y a deux enjeux. L'enjeu court terme, celui qu'on répète depuis plusieurs semaines maintenant, c'est de rétablir l'ordre. Parce que sans ordre et sans autorité, on ne pourra pas avancer. 7 unités de force mobile supplémentaires vont être déployées sur l'île et les barrages commencent à être levés. C'est pour ça qu'on en vient à lever l'état d'urgence. Mais on reste évidemment extrêmement vigilant. Et le deuxième enjeu, très rapidement, c'est sur la question institutionnelle, parce qu'il faudra avancer sur ce sujet, pas sous le coup de la violence, pas sous la menace de la violence. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a des Français là-bas qui n'ont pas le droit de vote sur les élections provinciales, et ça, c'est pas normal. Il faudra en passer par le référendum ou pas un référendum national, hein, j'entends bien, hein, comme l'a évoqué le président de la République. Le président de la République a rappelé une possibilité qui était la sienne parce que le texte a été voté conforme dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc il a le droit de recourir à ce référendum. Ce qu'il souhaite, et il l'a redit hier, c'est d'avoir un accord global. Encore une fois, Emmanuel Macron, il a hérité d'une situation qui date de 30 ans. Il a réussi à dénouer une situation extrêmement complexe en organisant 3 référendums d'autodétermination consécutifs, hérité des accords de Nouméa et de Matignon. Et maintenant, il y a ce sujet du dégel du corps électoral sur lequel il est de notre responsabilité d'avancer. Mais évoquer la question d'un référendum alors qu'il refuse d'organiser un référendum sur des questions qui concernent les Français, par exemple l'immigration, expliquez-moi. Pourquoi ce serait un référendum sur la Nouvelle-Calédonie, pas sur des questions vitales pour les Français? Je pense qu'on ne peut pas opposer ces deux choses-là. Encore une fois, il a dit que c'était une possibilité. Moi, je crois que la priorité, ça doit être le dialogue sur place, le rétablissement du dialogue, ce qui aujourd'hui n'est pas complètement gagné. La question, c'est sur le référendum. D'avoir un accord global, c'est une possibilité. Il est normal que le président de la République se permette d'avoir accès, encore une fois, à ce qui lui permet sur certains sujets et pas sur d'autres. Voilà. Mais c'était juste pour faire le point. Encore une attaque au couteau dimanche après-midi dans le métro à Lyon qui a fait 4 blessés. L'homme a été interpellé, un ressortissant marocain sous OQTF depuis 2022, qui avait des problèmes psychiatriques. Quand est-ce que vous comptez régler le problème des OQTF ? Ça fait des années qu'on travaille là-dessus et c'est effectivement extrêmement difficile. Il y a un sujet diplomatique de travail avec les pays d'origine pour effectivement avoir ces laissez-passer consulaires qui permettent d'obtenir des OQTF. On a fait passer une loi immigration il y a quelques mois qui nous permet de reconduire, d'expulser plus facilement des personnes en situation irrégulière coupables de délits ou de crimes sur le sol français. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut être extrêmement ferme et lucide. On doit regarder les choses en face. Il y a aujourd'hui en France, pas tout le temps, mais parfois, un lien entre insécurité et immigration. Et il faut être aveugle pour affirmer le contraire. Ce qui ne signifie pas qu'on essentialise les gens. Un étranger n'est pas forcément égal à un délinquant, mais néanmoins, il y a parfois un lien. Le président de la République l'a dit, le ministre de l'Intérieur l'a dit. Et donc ça doit nous amener, à mon avis, à être encore plus ferme dans les réponses pénales et dans le renvoi des personnes qui n'ont rien à faire sur le sol français. Ce n'est pas le cas parce qu'on se heurte toujours au laissez-passer consulaire des pays d'origine. Éric Ciotti dit stop au laxisme coupable du gouvernement. Jordan Bardella, la faillite du gouvernement continue. Qu'est-ce que vous leur répondez? On est en pleine européenne. De quoi parle-t-il? Des exécutions des OQTF. De quoi parle-t-il? Encore une fois, on a fait passer... Pardonnez-moi, on va remettre un peu les choses sur la table. Qui a augmenté le budget de la justice? C'est nous. Qui a créé 10 000 forces de l'ordre qui avaient été supprimées, postes qui avaient été supprimés durant le quinquennat de M. Sarkozy? C'est nous également. Qui a augmenté la réponse pénale des mineurs? C'est nous. Et qui a fait passer une loi immigration? C'est également nous. Donc moi, je veux bien qu'on soit dans l'incantation permanente et qu'on critique, qu'on dise que ça va pas assez loin et qu'il y a encore des problèmes. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes, mais est-ce que la situation est complexe? Oui, la situation est complexe. Donc on crée des places de prison. On travaille sur le renvoi dans le pays d'origine des personnes qui n'ont rien à faire sur le sol français. Et on durcit la loi, encore une fois, comme l'a fait Gérald Darmanin avec la loi immigration il y a quelques mois. Mais vous voyez bien que c'est un angle d'attaque pour vos opposants. On est en pleine élection européenne, je le rappelais, que ce soit des LR, le Rassemblement national. Bon, Monsieur Gluck n'a pas fait de réaction, visiblement. C'est un angle d'attaque qui est un angle d'attaque facile. Qu'est-ce qu'il propose? Que propose Jordan Bardella? Que propose Monsieur Ciotti? Non mais j'attends, que propose-t-il? Pour lui alors la question. J'aimerais avoir l'occasion de le faire. J'entends pas beaucoup de propositions concrètes, à part la double frontière de Monsieur Bardella, dont on n'a pas bien compris encore comment elle allait se mettre en place. Et les propositions de Monsieur Ciotti, on les attend toujours. Donc on essaie d'avancer. Moi j'ai conscience que c'est... Vous savez très bien qu'ils ont tous les deux des propositions et ils les exprimeront le jeudi 30 mai lors du débat
Moi, je les ai pas bien compris. Principaux candidats aux européennes. On avance. Autre sujet. L'assurance chômage. Le Premier ministre a détaillé hier cette réforme, 3e réforme depuis 2017, sans doute la plus dure, avec une mesure phare. La durée d'indemnisation va passer de 18 à 15 mois en fin d'année. Qu'est-ce que vous répondez aux syndicats qui disent que 15 mois, c'est très court pour reconstruire un projet professionnel après un licenciement? Eux, ils parlent du tour de vis le plus violent de tous les temps. Même après cette réforme, la France restera un des pays avec le système d'assurance chômage le plus généreux dans l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je crois que la vraie réponse à la précarité, c'est le travail. C'est le fait de trouver un job, d'avoir un salaire, de pouvoir payer son loyer, ses factures, remplir son frigo. Vous pensez que les chômeurs n'ont pas envie de retrouver du travail? C'est ça la philosophie. Je pense que quand on crée 2,5 millions d'emplois depuis le début des réformes, comme on l'a fait, quand on a 50 000 nouveaux emplois créés sur le premier trimestre, on peut se permettre d'avoir un système qui soit un système davantage incitatif. Encore une fois, je le redis, ça restera toujours plus généreux que ce qu'il y a en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Et donc c'est normal, face à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, qu'on puisse effectivement être davantage incitatif et accompagner les gens vers le retour sur le marché de l'emploi. Ça passe par cette réforme, ça passe par ce qui est fait au niveau de France Travail sur la question des formations qui est également extrêmement importante. Mais faut pas être caricatural. Enfin, encore une fois, 15 mois, de quoi on parle? Et puis, l'autre point quand même, c'est qu'on voit bien qu'on est dans une situation qui est compliquée. Et moi, ma conviction, c'est que... Compliqué de quoi? Sur le niveau de la dette, des finances publiques? Parce qu'il faut chercher des finances publiques et du maintien du système social. Eh ben moi, je crois que le système social qui est le nôtre aujourd'hui et qui comprend cette assurance chômage, il doit être financé par le travail et pas par une augmentation des impôts. D'accord. Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, estime que le problème de la dette et du trou dans les finances publiques n'est pas pris assez au sérieux dans la majorité. Gardez-moi de mes amis, je m'occupe de mes ennemis. En tout cas, moi, j'ai le sentiment au sein du groupe parlementaire qui est le mien que c'est un sujet absolument prépondérant. Je sais que c'est également le cas pour Bruno Le Maire. On a fait 10 milliards d'euros d'économies en début d'année, vous en avez parlé. Ça a été compliqué, on s'est fait beaucoup critiquer. On a dit qu'il y aurait, lors du prochain budget, 10-15 milliards d'euros d'économies supplémentaires, avec parfois des décisions qui ne sont pas très populaires. Pas 1 milliard ? Et pourtant, on le fait. On verra, je laisserai Bruno Le Maire, que vous recevez bientôt, je pense, s'exprimer sur la question. Et puis on a mené des réformes depuis le début du quinquennat. La réforme des retraites, c'était probablement une des réformes les plus difficiles à mener depuis, je pense, 2017. Mais c'était une réforme d'économie nécessaire et on a assumé de le faire. Donc, je peux entendre qu'il faudrait aller encore plus loin. Je crois que sur ce sujet, on a largement pris nos responsabilités. On continuera à le faire. Bruno Le Maire l'a toujours dit, c'est une priorité absolue, la maîtrise des finances publiques. Et je le redis, sans augmenter les impôts des Français. Maude Bréjon, vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine. On est sur CNews et sur Europe 1. Le projet de loi sur la fin de vie arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte a connu des modifications très importantes en commission spéciale. Emmanuel Macron parlait d'une loi d'équilibre au moment de sa présentation. Que reste-t-il de cette loi d'équilibre? Tous les garde-fous ont été retirés. Les représentants des cultes sont extrêmement inquiets. Les médecins sont inquiets. Et est-ce que vous allez voter le texte qui est issu de la commission? Alors, je vais vous dire deux choses. D'abord, je vais répondre très clairement à votre question. Le texte tel qu'il est sorti de la commission, s'il était maintenu durant l'examen en séance, en hémicycle à l'Assemblée nationale, je ne le voterai pas. Je ne le voterai pas. Ça, c'est la première chose. Pourquoi vous ne le voteriez pas? Je ne le voterai pas parce que je ne suis pas opposée à ce texte par principe. Je considère que on peut avoir de réels progrès, de réelles avancées, et que le texte initial issu de la proposition du gouvernement était un texte équilibré parce qu'encore une fois, il y avait des garde-fous. Lors du passage en commission, un terme important a été changé. Initialement, dans le texte, je vais lire pour être très précise, il était mentionné que c'est des patients qui étaient atteints d'une maladie grave et incurable avec un pronostic vital engagé. À court ou moyen terme. À court ou moyen terme. La notion de pronostic vital engagé a été retirée de ce texte, ce qui pourrait ouvrir la possibilité d'une aide à mourir pour des maladies qui ne seraient pas des maladies mortelle. Donc là, on est dans ce qui, pour moi, est une dérive par rapport à la philosophie initiale du texte. C'est pourquoi je ne voterai pas le texte s'il reste tel que issu de la commission. Je dirais un dernier mot en disant néanmoins que je pense que là-dessus, il faut vraiment respecter les avis et les convictions de chacun, parce que c'est un sujet qui touche à l'intime, aux convictions, aux croyances parfois religieuses, au vécu personnel, familial. Et j'espère qu'on pourra avoir en séance un débat respectueux,
apaisée et digne. Et digne, absolument, c'est important. Mais c'est une rupture anthropologique. Et j'imagine que vos électeurs en circonscription vous l'ont dit, à vous, les députés de la majorité. Oui, alors... Attention à ce que vous allez faire, est-ce que vous allez voter? Je vais vous dire, il y a un paradoxe. C'est que dans ma circonscription, et je m'en souviens très bien, notamment durant ma campagne législative, j'avais été beaucoup interpellée sur cette question. Et interpellée favorablement dans le sens... Sur le premier texte. Du premier texte, okay. Voilà. Parce que je crois qu'il y a, encore une fois, une attente d'un progrès sociétal sur le sujet. Je pense que par ailleurs, c'est très sain qu'on puisse aborder la question de la fin de vie, qui est parfois un tabou en France. Pour autant, attention à ce qu'on n'ouvre ou pas comme possibilité. Là, je pense qu'on a ouvert une boîte de Pandore qui est dangereuse. J'espère qu'on aura une majorité pour revenir sur la version initiale lors de la séance à l'Assemblée nationale. Et l'un des sujets centraux, c'est l'accès aux soins palliatifs. D'après le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023, les besoins en soins palliatifs ne sont assurés qu'à 50% dans notre pays. C'est véritablement là qu'il y a urgence. Il y a urgence sur les deux. Je n'oppose pas l'un à l'autre. Je pense qu'il y a un vrai travail à mener effectivement sur les soins palliatifs dans les territoires qui en sont les plus démunis et en même temps qu'on peut avancer sur cette question de l'aide à mourir, encore une fois, pour des maladies mortelles avec des pronostics vitaux engagés. Il y a aujourd'hui des gens qui souffrent pendant des semaines et qui souhaiteraient pouvoir y avoir accès. Je pense qu'il faut aussi les entendre. Absolument. Maude Bréjon, les élections européennes, c'est dans 15 jours. Pour l'instant, la liste de la majorité ne décolle pas. Emmanuel Macron se dit prêt à débattre avec Marine Le Pen maintenant. Elle y est favorable, mais plus tard, une fois qu'il aura mis sa démission, la dissolution de l'Assemblée nationale sur la table. À quoi jouent-ils tous les deux? Mais à quoi joue Marine Le Pen? Non, mais à quoi joue Emmanuel Macron? Qu'un président de la République. A fortiori, un président de la République. Les candidats? A fortiori, un président de la République qui, depuis 2017, a porté la question de l'Union européenne, son projet européen, au cœur, sans discontinuité, et avec une grande constance, s'engage dans une campagne aussi importante. Mais en fait, je trouve que c'est parfaitement légitime. On passe notre temps à vous dire c'est l'élection la plus importante depuis des années. Cette élection, elle est absolument cruciale. L'Europe est à la croisée des chemins, parce qu'on le pense. Mais donc, face à ça, est-ce que l'implication du président de la République est souhaitable? Ben, je pense que oui. Parce qu'encore une fois, Emmanuel Macron, il est très droit dans ses bottes. Depuis 7 ans, ça a été la locomotive de l'Union européenne. Il n'a jamais varié. Ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Alors, donc, on ne pense pas qu'on puisse avoir un débat entre Marine Le Pen, qui aspire à être présidente de la République, sauf erreur de ma part, et le président de la République, Emmanuel Macron, ben, en fait, démocratiquement, ça me semble assez simple. Ça semble assez surprenant pour Édouard Philippe, encore une fois, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Pour lui, il estime que le chef de l'État se propose, c'est surprenant. Encore une fois, gardez-moi de mes amis. Édouard Philippe a toujours été une voix singulière dans la majorité. Et je ne doute pas qu'il continue à soutenir évidemment l'action du président de la République en France et en Europe. On peut diverger peut-être sur ce point-là. Moi, je pense que, encore une fois, le président de la République a raison de s'engager dans cette campagne parce que ça touche à ses convictions profondes, ça touche à son bilan du premier quinquennat, du début du second quinquennat, et puis parce que ça touche à l'avenir de l'Europe, avec des impacts extrêmement importants pour la France et les Français. J'aimerais qu'on puisse avoir ce débat et que Marine Le Pen puisse confronter ces incohérences. Il y a des débats avec les candidats aux européennes, encore une fois. Et l'un peut aller avec l'autre. Je vois pas pourquoi l'un s'opposerait à l'autre, encore une fois. Vous organisez des débats, je crois que vous en avez un. On en aurait un jeudi, absolument. Voilà, il y a d'autres débats en duel qui s'organisent. Gabriel Attal a débattu avec Jordan Bardella. C'est normal, ça, d'ailleurs, de mettre en scène le face-à-face avec le Rassemblement National, plutôt que d'inviter François-Xavier Bellamy, M. Glucksmann, Mme Meillet. J'ai entendu pardonnez-moi, le coup de gueule de M. Bellamy. Bon. La réalité, c'est que ce débat n'arrange pas les affaires de M. Bellamy qui aimerait en être. Je le comprends. Ni celle de M. Attal, a priori. Mais, je le comprends. Les Français trouvant que Jordan Bardella a Gabriel Attal est chef de la majorité. Il est chef de la majorité. Il s'inscrit dans le projet que celui d'Emmanuel Macron d'une défense de l'Union européenne et d'une certaine vision de l'Union européenne. Il est évidemment légitime à débattre et Monsieur Bardella a lui-même réclamé ce débat. Par ailleurs, si c'est en plus organisé sur le service public, j'imagine que c'est par définition légitime. Ah, vous croyez? Je vous taquine. D'accord, oui, alors moi aussi. Est-ce que c'était finalement pas une erreur de mettre une candidate inexpérimentée et inconnue à la tête de liste Renaissance? Alors, inexpérimentée, c'est faux.
Et pardonnez-moi, je trouve que le dire comme ça, Laurence Ferrari, c'est un petit peu méprisant. C'est un petit peu méprisant. Personne. Oui, enfin, elle est eurodéputée depuis 5 ans. Elle est présidente du groupe Renew au Parlement européen. Elle est tout sauf inexpérimentée, Valérie Ayé. Elle connaît très bien ces sujets. Elle est probablement un peu moins aguerrie au débat médiatique que Jordan Bardella, qui en fait constamment depuis des années. Mais ça ne fait pas d'elle quelqu'un d'inexpérimenté. Ça ne fait pas d'elle quelqu'un d'illégitime. Moi, je trouve qu'elle mène une campagne extrêmement courageuse, parfois avec le vent de face, mais qu'elle défend nos couleurs, qu'elle porte nos valeurs, qu'elle parle du projet, qu'elle parle du fond, dans une campagne où parfois on passe plus de temps à parler des sondages que du projet des uns et des autres. Allez, en tout cas, tout cela, on verra tout ça jeudi 30 mai pour le débat avec les principales têtes de liste européennes. Merci beaucoup, Maude Bréjean. Merci à vous. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Merci Laurence Ferrari.